La seule revendication du peuple algérien, elle est très claire, c'est le départ pacifique du régime. Vous Oui, mais pensez que c'est une impossibilité sans infusion de sang? alors on va parler franchement. Le vrai problème, c'est qu'il y a des enjeux financiers tellement importants. On voit bien sur Internet circulent carrément les montants et les numéros de compte de certains oligarques qui sont dans le pouvoir et qui ont mis de l'argent avec des montants astronomiques dans des comptes dans les banques suisses, etc. Les enjeux financiers sont tellement importants que le pactole du gaz et du pétrole, eh bien, comment faire en sorte, comment que ces gens qui ont ce pouvoir et cette richesse lâchent ce pactole sans que le sang coule. C'est l'enjeu des démocrates et ils réfléchissent. Ben Ali a lâché ce pactole. Oui, il a lâché, mais il n'est pas aussi Les important. Égyptiens aussi. Mais il n'est pas aussi important. Quand même, le pactole algérien, il est énorme. Hein. Le pactole algérien, c'est des milliards et des milliards. Et je crois que le rôle de l'armée est très important. Moi, j'appelle les républicains militaires à dire rentrez dans vos casernes. Il y a eu un mouvement des officiers libres d'Algérie qui ont commencé à dire nous, en tant que républicains, représentant le peuple, nous dénonçons ce qu'il se passe. Eh bien, j'aimerais que cette ouverture et cette prise de conscience des militaires qui disent notre rôle à nous, en tant que républicains, représentant les citoyens pour les défendre, nous rentrons dans les casernes et la gouvernance se fera par des élus démocratiquement élus. Le rôle des militaires et de l'armée, on l'a vu, que ce soit en Égypte ou en Libye, est très important. Quand l'armée prend la position de dire nous, on lâche le gouvernement et on soutient le peuple, quelque chose peut arriver. C'est l'espoir que j'ai, mais bon. Je voudrais revenir aux jeunes parce que Ouais. c'est très important. En préparant cette émission, j'ai eu au téléphone un des représentants de ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de la jeunesse indépendante en Algérie. Et alors il me disait, OK, si le régime veut réellement instaurer la démocratie, alors qu'est-ce qu'il attend pour justement faire en sorte qu'elle commence, qu'on commence à avoir une amorce de cette démocratie sur le terrain? Il me disait, mais pourquoi on n'a pas le droit de manifester? Pourquoi quand on sort dans la rue pour manifester, on est réprimé par la police? Il me dit, pourquoi quand il y a 50 étudiants qui essayent de manifester, il y a 500 policiers qui les répriment? Qu'en pensez-vous? Ah ben, c'est ce que je vous disais. Vous savez, c'était une des positions que j'ai prises très fortement au Parlement en demandant, en soutenant les citoyens et les démocrates algériens en disant au pouvoir, vous devez lever l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence était le prétexte à tout Il me bâillonner. disait, ce jeune homme, justement, lui qui vit la réalité tous les jours, qu'officiellement on a Voilà. annoncé cette C'est levée ça. d'urgence, alors que dans les faits, C'est ça. rien n'a été fait. Absolument. Donc le pouvoir algérien a quand même vu qu'il y avait un problème et qu'il ne pouvait pas être aveugle et autiste, étant donné que tout bougeait dans la rive sud de la Méditerranée, a fait quelques points. Un des points, ça a été de dire on lève l'état d'urgence, mais en fait, on voit que dans les faits, ça n'est pas le cas. Il dit on va faire une réforme politique. Mais en même temps, ceux qui portent cette réforme sont dans le pouvoir et non pas, cette commission ne comprend pas de personnes démocrates. Donc le pouvoir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le pouvoir actuel a une position de déclaration parce qu'il voit que tout bouge, mais dans les faits, il reste encore celui qui stagne et qui reste une autocratie. Et donc je pense que... Madame, vous le disiez tout à l'heure, les Algériens ont peur. Ils ont toujours en mémoire ce qui s'est passé dans les années 90. Bien sûr. Vous ne pensez pas qu'on leur fait peur, justement, de ce qui s'est passé il y a 10 ans? Vous ne pensez pas qu'on est en train de leur dire, vous avez le choix entre le régime en place ou le régime en place? Je pense qu'il y a quand même un vrai traumatisme. Vous savez, il y a quand même eu, on dit, certains disent 150 000, d'autres 200 000, ce sont des chiffres énormes. Ça veut dire que toutes les familles algériennes, indirectement ou directement, ont eu un mort de manière terrible dans cette décennie. Il y a un vrai traumatisme et cette peur, elle est réelle.
Et par ailleurs, il faut savoir qu'il y a encore des meurtres, il y a des kidnappings en Algérie, par exemple en Kabylie, encore récemment, les semaines dernières, des civils qui sont... Il y a encore quelques terroristes qui sont dans les montagnes et dans les endroits un petit peu... parce que les terroristes ont été, poussés en dehors des grandes villes. Donc, cette société n'est pas complètement... On n'a pas complètement éliminé ces terroristes et ces intégristes et ces meurtriers. Donc les citoyens sont encore très peur. Maintenant, il y a un moment donné où le pouvoir en place a une responsabilité. Bouteflika, dans cette histoire, aujourd'hui, dans ce moment où s'ouvrent tous les peuples de la rive sud pour arriver à une réelle démocratie dans leur pays, l'Algérie ne peut pas être absente. L'Algérie a toujours été, il faudrait quand même rappeler, l'Algérie historiquement a eu un rôle très important. C'était une guerre d'indépendance qui était meurtrière, qui a payé un pays qui était vraiment soumis de manière très très dure, a réussi à être indépendante. Elle a eu une position au niveau international, c'était un pays tiers-mondiste qui a joué un rôle au niveau africain, etc. Et aujourd'hui, il est en arrière et je trouve que l'Algérie et le gouvernement actuel doivent renouer avec cette histoire et d'être un fer de lance et aller vers une réelle démocratie. Et puis, le peuple veut cela, donc il faut qu'il entende son peuple. Alors l'armée dont on parle depuis le début de cette émission, elle avait pour rôle justement d'aider à apporter cette indépendance aux Algériens et de retourner aux casernes. Mais non seulement elle n'est jamais retournée dans les casernes, et aujourd'hui elle vous dit, écoutez, je vais être la garante de la démocratie. Mais non, ça n'est pas entendre. On ne peut pas entendre ça. Une armée ne peut pas être la garante. Elle ne peut qu'être celle qui contribue par sa position à soutenir des élus, des personnes élues, des gouvernants élus démocratiquement. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quand il y aura des élus qui auront été nommés de manière démocratique, l'armée pourra être le soutien et pourra être celle qui défend le pays et le peuple, mais à condition qu'elle soit sous la responsabilité d'élus démocratiquement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que tout simplement peut-être que les militaires ne peuvent pas être à la fois garants de la démocratie, sauf s'ils se privent de leurs pétrodollars. Mais oui, et puis on ne peut pas... C'est tout le problème des intérêts lorsqu'on a une responsabilité publique, qu'on soit un élu. C'est d'ailleurs un problème qui se pose aussi au Nord. C'est les conflits d'intérêts. On ne peut pas être élu, avoir une position où on a un pouvoir et ensuite avoir un rôle économique. On n'a pas le droit d'avoir des entreprises de manière directe ou indirecte, mettre en place sa famille, etc. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser une fonction publique de représentant de la société pour avoir un pouvoir économique et financier. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas en Algérie. Il n'y a pas de distinguo entre les deux. Et il faudrait que les gens en place qui ont un pouvoir public, qui gèrent des finances, etc., n'aient pas de fonction et de pouvoir économique et financier. Comment vous réagissez, Madame Benarab, quand vous entendez le pouvoir en place tous les jours vous répétez que le problème en ce moment en Algérie, il est d'abord social, il est aussi économique, il y a un problème de chômage au niveau des jeunes, mais ça n'a absolument rien à voir avec la politique, la démocratie. Ah ben non, c'est complètement faux, je veux dire. On sait très bien qu'il ne peut pas y avoir d'ouverture, de lancement des initiatives, de création, de créativité, que ce soit économique, sociale, culturelle, s'il n'y a pas de démocratie. La démocratie, c'est ce qui permet cette possibilité, ce cadre qui permet ces initiatives. Cette jeunesse, elle est en attente, elle a des aspirations. C'est une richesse qui est extraordinaire, c'est une jeunesse qui est extraordinaire. Mais étant donné que le cadre l'empêche de faire ça, il y a un bâillonnement complet, alors on ne peut pas avancer. Donc c'est la démocratie qui est l'argument et la nécessité pour permettre ces initiatives de se créer, de créer des emplois, de créer une économie et une société plus juste, plus vivable. Alors, en définitive, Madame Benarab, vous pensez que malheureusement la seule probable possibilité en Algérie de bâtir une démocratie et un état de droit serait de passer par une révolution et malheureusement sanglante comme on est en train de voir aujourd'hui encore en Libye, en Syrie?
Non, je ne crois pas. Je crois que les Algériens ne veulent pas ça. Il y a un réel traumatisme. La guerre d'Algérie a fait des milliers, on dit 1 million de morts, peut-être 800 000, mais bon, énormément, des milliers de morts. La décennie 90 à nouveau. Les Algériens, vraiment, j'y vais régulièrement, je connais beaucoup, ils ne veulent plus de ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de révolution sanglante en Algérie. Moi, je crois que les Européens, les partenaires des... Ma dernière question allait de vous faire réagir par rapport à cette Europe. Eh ben oui. Elle veut jouer un rôle, mais jusqu'à présent, c'est le tâtonnement. On l'a vu par rapport à la Tunisie, en Égypte. Aujourd'hui, elle se fait voir et puis elle fait un pas en avant, un pas en arrière. Pour l'instant, l'Europe sur l'Algérie n'a rien dit, elle est absente. Officiellement, je veux dire, le Conseil de l'Europe, la Commission européenne. Et je pense qu'en tant que parlementaire, on doit pousser et on doit, en tant qu'institution européenne, avoir un rôle pour dire aux partenaires algériens nos exigences que l'on a avec tous les autres pays, on doit les avoir aussi pour l'Algérie. Bien que vous ayez du pétrole, bien que vous ayez du gaz, la démocratie, la volonté que les peuples soient représentés de manière démocratique. On va faire comme avec la Tunisie et l'Égypte, on va attendre que les régimes tombent et puis on va dire que c'était une dictature peut-être. Alors d'un mot, il y aura justement une délégation qui va se rendre en Algérie incessamment. Oui, officiellement, lors de la dernière réunion de la délégation Maghreb au Parlement, l'ambassadeur auprès de l'Union européenne, l'ambassadeur algérien, nous a lancé une invitation et nous irons normalement à l'automne en Algérie. Je crois que ce sera le moment de dire un peu les 4 vérités au pouvoir en place. Malika Benrab, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et puis un grand salut à tout le peuple algérien et en particulier aux démocrates qui se battent et qui sont très courageux. Merci. Madame, Monsieur, avant de vous quitter, j'aimerais donc rappeler que selon de récentes études, 75% d'Algériens ont moins de 50 ans et 3% seulement ont 70 ans et plus. Et c'est pourtant ces derniers qu'on retrouve encore au pouvoir. Je vous livre ici une courte liste ou un petit panel. Le président de la République, M. Bouteflika, 74 ans. M. Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, 70 ans. Yazid Zarhouni, vice-premier ministre, 72 ans. Dahou Ould Kabelia, ministre de l'Intérieur, 73 ans. Mourad Medelsi, ministre des Affaires étrangères, 76 ans. Jamal Ould Abbas, ministre de la Santé, 77 ans. Chakib Khalil, ancien ministre de l'Énergie et conseiller personnel du président de la République, 70 ans. Hamid Tamar, ministre de l'Industrie, 71 ans. Taoufik Madiane, chef du département du renseignement et de la sécurité, le DRS, 71 ans. Roulam Allah, ministre des Affaires religieuses, 75 ans. Boualam Bessaïah, président du Conseil constitutionnel, 80 ans. Mohamed Salah Dambri, ambassadeur auprès de la Grande-Bretagne, 74 ans. Abdelkader Hajjar, ambassadeur auprès de l'Égypte, 73 ans. Idriss Al-Jazairi, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, 80 ans. Missoum Sbih, ambassadeur d'Algérie en France, 80 ans. Voilà, cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve dans 2 semaines. Au revoir.